À l'avant d'une voiture, les feux de brouillard sont obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc sur toutes les nouvelles voitures, c'est installé automatiquement les feux de brouillard avant, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir des vieilles voitures, comme moi, j'ai aussi une vieille voiture, qui n'en a pas, d'accord? Donc là, c'était réponse B. Cette signalisation interdit à ce motard de s'engager sur cette route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, c'est un motard qui circule, donc ça ne le concerne pas, ce panneau-là. Ici, ça veut dire route pour automobile. Ça veut dire que il y a certains usagers de la route qui n'ont pas le droit d'utiliser cette route-là. Ce sont les mêmes qui n'ont pas le droit d'utiliser l'autoroute. Donc, ça va être les piétons, les tracteurs, les véhicules de traction animale, les véhicules lents. Tout cela n'ont pas le droit d'utiliser cette route-là. Mais les voitures, les motos, les poids lourds peuvent utiliser cette route-là sans aucun problème. Donc, c'était réponse B. Ma vitesse est limitée à 45 km/h. Dans cette rue seulement, réponse A. Jusqu'à la prochaine intersection, réponse B. Jusqu'au panneau fin de zone, réponse C. Dans toute l'agglomération, réponse D. Alors, le fait qu'il y ait marqué une réponse là en bas à droite, ça va vous aider quand même pour répondre. Là, on a un panneau de limitation de vitesse qui est mis avec le panneau entrée d'agglomération. Ça veut dire que quand c'est mis avec, et pas après, hein, quand c'est avec, c'est pour toute l'agglomération. Donc, ça sera uniquement la réponse D. Pour aller tout droit, je choisis la voie A, B. On peut voir que ici, on a deux voies pour aller tout droit. Donc celle-ci est pour aller tout droit ou à droite, et celle-ci est pour aller tout droit uniquement. Ça, c'est à savoir par cœur. En marche normale, quand vous n'avez rien de particulier, quand vous avez le choix entre deux voies, vous devez toujours prendre celle de droite. Vous serez autorisé à prendre celle de gauche si vous effectuez un déplacement, ou si la voie de droite est encombrée, et dans ce cas-là, vous pouvez prendre celle de gauche, ou si vous savez que un peu plus loin, vous allez tourner à gauche et que c'est bien d'anticiper dans ce cas-là, parce qu'il y a de la circulation. S'il n'y a pas de circulation, vous avez encore le temps de le faire un peu plus tard. Sinon, dans des conditions normales, on roule à droite. Donc c'était réponse B. Je dépasse ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Nous sommes sur une route qui n'est vraiment pas large du tout, donc ça va être difficile de croiser quelqu'un. Ça sera pas évident non plus de s'écarter et de laisser les 1,50 m de distance de sécurité parce que là, on est hors agglomération. Et surtout, c'est que là, il y a un virage et on n'a aucune visibilité sur ce qui se passe vers devant. Donc, je ne peux pas savoir si quelqu'un arrive en face. Donc là, je vais attendre de meilleures conditions pour décider de dépasser ce cycliste. Donc, je ralentis et je freine et je vais maintenir des distances de sécurité vers l'avant. Donc je ne m'approche pas trop du cycliste et je vais attendre le bon moment pour pouvoir dépasser. Donc, c'était réponse B. Dans cette descente, ma voiture se met à glisser. Je freine. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc, si notre voiture se met à glisser, c'est parce que nos roues ne vont plus à la même vitesse que notre voiture. Donc, il faut absolument que nos roues reprennent la même allure que notre voiture. Et ça, la seule solution, c'est pas de ni de freiner ni d'accélérer, parce que quand on glisse, on ne ressent pas la vitesse que nos roues devraient avoir. La solution, c'est de débrayer. Donc, j'appuie sur l'embrayage, donc la voiture se met en roue libre, et donc les roues vont se remettre à rouler à l'allure de notre voiture. Et ensuite, progressivement, je reprendrai les commandes, c'est-à-dire que je commencerai à réembrayer. Donc, la solution, c'est ni de freiner ni d'accélérer, mais de débrayer. Donc, c'était réponse B et D. À la fin de cette bande cyclable, les cyclistes seront prioritaires. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors en effet, on nous annonce une fin de bande réservée pour les cyclistes. Donc on voit bien ça va s'arrêter ici. Et on a un panneau céder le passage avec un panonceau de dessiné pour les cyclistes qui nous dit bien que ça sera un céder le passage pour les cyclistes. Donc les cyclistes doivent céder le passage au reste de la route. Donc ils ne sont pas prioritaires, ils ont à céder le passage rien que pour eux. Donc c'était réponse B. En tournant à gauche, je laisse la priorité de passage aux véhicules venant d'en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, moi je vais tourner à gauche, donc je vais emprunter cette voie-là. Donc je vais la traverser. Quand je vais tourner à gauche, le véhicule là sera bien à ma droite. Donc je ne suis pas prioritaire. Je dois laisser passer le véhicule qui continue dans sa voie et ensuite je pourrai traverser. Donc c'était réponse A. Le véhicule de derrière me suit de près. J'accélère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en effet, on voit bien dans l'encadré jaune, là, hein, ça, vous avez souvent des informations supplémentaires avec le nouvel examen du code de la route. Vous avez des encadrés jaunes pour vous aider à rechercher les choses quand même. Donc, on voit bien qu'il est super près. Et puis, on voit qu'il y a des travaux vers l'avant. La preuve, il y a un panneau temporaire qui nous dit qu'il y aura un rétrécissement de chaussée. On voit aussi des travaux là. Donc, les voitures vont certainement ralentir un peu plus loin. Si j'accélère, il va y avoir une différence de vitesse entre moi et celui de devant, et je risque de percuter ceux de devant quand ils vont réagir à cause des travaux. Donc, je vais me mettre en danger. Et en plus de ça, si j'accélère, lui derrière risque aussi d'accélérer aussi, parce que c'est ce qu'il veut. Et donc, j'aurai pas de distance vers l'avant, mais j'aurai pas de distance vers l'arrière. Donc, je vais être prise en sandwich, de très très près. Et là, j'ai plus le droit à l'erreur, hein. L'accident, il risque d'arriver très certainement. Donc, quand c'est comme ça, quand on nous colle vers l'arrière, il vaut mieux augmenter les distances vers l'avant. J'ai pas dit en freinant, hein, mais seulement en lâchant l'accélérateur progressivement pour ne pas que derrière il nous rentre dedans. Vous pouvez faire quelques petits appels de feu stop. Donc, vous savez, vous appuyez un petit peu sur le feu stop, mais ça ne freine pas parce que les premiers centimètres, ça n'appuie pas réellement sur vos freins, mais ça s'allume. Donc, comme ça, vous prévenez que vous ralentissez. Donc, vous lâchez l'allure. Lui vous collera toujours d'aussi près de toute manière, donc ça ne changera rien par rapport à ça. Mais l'avantage, c'est que vous aurez de la distance sur l'avant pour pouvoir réagir très doucement s'il y a un freinage ou un arrêt. Et comme ça, quand vous allez réagir doucement, derrière, il ne vous rentrera pas dedans. Donc, est-ce que j'accélère? Non, réponse B. Ce véhicule est mal stationné. Je m'écarte et le dépasse. Réponse A. Je ne le dépasse pas et m'arrête. Réponse B. Alors, si je décide de le dépasser,
moi je vais me retrouver ici et donc je vais empiéter la voie de ceux d'en face. Le problème, c'est que là, il y a quelqu'un qui arrive en face et lui est prioritaire, il roule dans sa voie comme si de rien n'était. Moi, je vais emprunter la sienne. Donc je n'ai pas le droit de lui dire allez, arrête-toi, je vais dépasser celui-ci et puis tu pourras reprendre ta route. Je ne suis pas prioritaire dans cette situation-là. Donc c'est je ne le dépasse pas et je m'arrête, j'attends que celui-ci passe et ensuite j'irai. Réponse B. Je n'ai pas le droit de circuler sur ces damiers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, les damiers qui sont blancs, là, ça veut dire en fait qu'on va traverser une voie réservée. Donc, ça va être souvent quand on tourne à gauche ou à droite, on va rencontrer ce type de damier. On n'a pas le droit de s'y arrêter ni de stationner, mais en revanche, j'ai quand même le droit de le franchir. Mais après, je vais respecter mes règles de priorité de passage. Donc là, c'était réponse B, puisque j'ai le droit de circuler dessus. Ce conducteur routier qui conduit un poids lourd de 16 mètres de long va devoir se déporter à gauche pour aborder ce virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est un véhicule qui a un gabarit qui est énorme. Donc s'il reste bien dans cette voie-là, le devant va passer, mais le derrière, lui, il va couper la trajectoire et donc il va heurter, là, ici, le rocher. Donc pour que le derrière puisse passer, il va falloir qu'il avance un petit peu comme ça, qu'il empiète un petit peu dans la voie d'en face, pour ensuite pouvoir rejoindre sa voie. Parce que ça, on imagine que c'est les routes devant, mais la trajectoire des routes derrière, ça va être ici. Alors que il s'est écarté beaucoup. Donc s'il avait eu une trajectoire comme nous en voiture, ça serait bien passé, mais les trajectoires des routes derrière auraient tapé le rocher qui est à droite. Donc ça, vous avez aussi des situations quand on est en ville, dans des tournants tout bêtement, vous l'avez déjà vu, j'empiète un petit peu, mais ça va vous aider pour la conduite plus tard ou pour d'autres questions dans la même situation. Un poids lourd qui veut tourner ici, donc on imagine la voie là. Un poids lourd qui va tourner à droite, il va devoir empiéter sur votre voie pour ensuite tourner. Et souvent, il fera même ça, il va s'écarter un peu pour pouvoir faire ça, pour limiter un peu le fait d'empiéter. C'est pour ça d'ailleurs que les feux maintenant, souvent ils sont pas mis pile au niveau de l'intersection, mais vous avez remarqué, ils sont mis un petit peu en retrait. Vous avez la ligne d'effet qui est ici du feu, et vous devez vous arrêter ici, pour pouvoir laisser un bus, un poids lourd, la possibilité de tourner. Et ça va être le même problème sur la gauche, c'est-à-dire que quand il va tourner à gauche, le devant va tourner correctement, mais n'oubliez pas que le derrière, lui, il va faire plus court. Donc il va aussi empiéter sur votre voie. Donc ça, quand vous arrivez dans l'autre sens, il faut aussi l'anticiper. Vous savez qu'un poids lourd va mettre une trajectoire beaucoup plus importante. Donc là, c'était réponse A. Mon passager veut prendre le bus. Je le dépose à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On observe ici un aménagement pour les bus avec une ligne jaune continue, d'accord. Les arrêts de bus, ça c'est une règle générale, à savoir, vous n'avez pas le droit de stationner, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter non plus.
D'accord? Sauf si c'est la circulation qui vous impose un arrêt, mais là, c'est pas considéré comme un arrêt d'arrêt et stationnement. Donc, un arrêt pour déposer un passager est strictement interdit au niveau des arrêts de bus. Donc là, c'était réponse B. Dans ce tunnel situé en agglomération et de moins de 300 mètres, je peux circuler en feu de position seule, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C, tout feu d'éteint, réponse D. Alors, il y a les tunnels de moins de 300 mètres et les tunnels de plus de 300 mètres. Plus de 300 mètres avec ce panneau-là, qui veut dire que vous devez absolument circuler aussi en feu de croisement, qui n'est pas le cas. Là, dans ce tunnel, on est en agglomération, il fait moins de 300 mètres, donc on n'a pas ce panneau-là. Donc ensuite, on va respecter la réglementation de savoir quand est-ce qu'on peut mettre les feux dans quelle situation. Alors, les feux de route, c'est non, parce que il y a de l'éclairage. Donc ça, j'enlève les feux de route. Je ne circule pas tout feu éteint, parce que c'est sombre, donc je dois absolument quand même mettre mes feux. Donc après, est-ce que je peux mettre mes feux de position seule ou mes feux de croisement? Eh bien, en agglomération éclairée, j'ai le droit de mettre mes feux de position seule, à condition que ce soit suffisamment éclairé, et ensuite je peux aussi mettre mes feux de croisement. Donc là, c'était réponse A et B. Le temps de réaction est 2 fois plus court à 50 km/h qu'à 100 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le temps de réaction, c'est entre le moment où on a détecté un danger, et le moment où on va agir, c'est-à-dire soit un coup de volant, soit je freine, soit j'accélère, soit je fais deux choses en même temps, hein, le volant et le freinage en même temps. Enfin bref, voilà, c'est entre le moment où on a vu et le moment où on va agir. Alors, ça dépend de quoi? Le temps de réaction, ça va dépendre de l'état du conducteur, c'est-à-dire s'il est en forme, s'il a pris de l'alcool ou de la drogue, tout ça, ça va rallonger le temps de réaction. En revanche, la distance parcourue pendant le temps de réaction, lui, il va évoluer en fonction de votre vitesse. Vous n'effectuerez pas la même distance à 50 km/h pendant une seconde que la distance que vous allez effectuer à 100 km/h pendant une seconde. Donc je parcours beaucoup plus de distance en une seconde à 100 km/h qu'à 50. Ça c'est logique. Mais là on vous demande pas la distance que vous parcourez pendant le temps de réaction, on vous demande votre temps de réaction. Donc lui, le temps de réaction, il est toujours de 1 seconde en moyenne, que vous soyez à 50 km/h ou à 100 km/h. Donc là c'était réponse B. Un conducteur novice est en infraction si son taux d'alcool atteint 0,10 g par litre de sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. 0,20 g par litre de sang. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on nous parle d'un conducteur novice, donc jeune conducteur. À quel moment il est en infraction? Eh bien, c'est quand il a un taux qui atteint 0,2 g par litre de sang, et pas 0,10. Donc pour 0,10, c'était non, et pour 0, c'était oui. Donc réponse B et C. Un test salivaire détecte une consommation de cocaïne. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'ecstasy. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, ce type-là de dépistage, par test salivaire, ça permet de détecter si le conducteur a consommé des stupéfiants. Donc, il peut détecter des traces de cocaïne, d'héroïne, de cannabis, de méthamphétamine, mais aussi d'ecstasy. Et en cas de dépistage positif, l'infraction doit obligatoirement se confirmer après avec un test sanguin. Donc, réponse A et C. Je circule en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place tout à gauche pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors si on revient en arrière, vous allez voir que sur la droite, il y a bien le panneau circulation avec un cycliste qui arrive en face, d'accord? Vous avez la confirmation avec les marquages au sol qui sont ici, avec les cyclistes qui sont en face. On est bien quand même en sens unique puisque vous avez la ligne continue qui fait toute la largeur de la route avec un panneau stop qui fait bien aussi toute la largeur de la route. Ok? Mais vous avez rencontré en chemin les cyclistes qui peuvent arriver dans l'autre sens. Donc quand je vais me placer à gauche, je ne vais pas me placer complètement à gauche, mais je vais m'arrêter ici. En fait, la limite, je vais laisser une voie pour les cyclistes et moi je vais m'arrêter dans ce coin-là. Voilà. Donc je circule en sens unique. Oui, réponse A. Est-ce que je me place tout à gauche pour tourner à gauche? Non, réponse D. Je dois attendre que le moteur soit froid pour faire la pointe du liquide de lave-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc le liquide lave-glace qui est ici, avec le réservoir qui est là, il faut le surveiller régulièrement parce que l'objectif c'est d'en avoir toujours dans votre réservoir, de manière à pas vous retrouver dans une situation où par exemple vous avez plein de boue de projeté par exemple par un poids lourd que vous avez croisé, plein de boue de projeté sur votre pare-brise, vous n'y voyez plus rien et comme vous n'avez plus de liquide lave-glace, les essuie-glaces vont balayer un peu la boue, mais ça va plutôt l'étaler sur votre pare-brise qu'autre chose, donc vous n'y verrez plus rien, d'accord? Donc toujours avoir du lave-glace dans votre réservoir. Alors est-ce qu'il faut attendre que le moteur soit froid pour remplir le lave-glace? Non, ça n'a rien à voir avec votre moteur de voiture, d'accord? Là c'est juste un réservoir pour injecter de lave-glace sur votre pare-brise. Donc c'est complètement distinct, vous pouvez le mettre à chaud ou à froid, il y a peu d'importance. Le liquide où il faut faire attention, pour rappel, à ne pas faire à chaud, c'est le liquide de refroidissement, où là vous allez vous brûler, d'accord? Donc là, lave-glace, aucun souci. Donc c'était réponse B. Le système Stop and Start permet aux moteurs des voitures qui en sont équipés de se mettre en veille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc le système Stop and Start, ou aussi appelé système de mise en veille, c'est un dispositif qui permet donc l'arrêt et le redémarrage automatique de votre moteur, d'accord? Ça permet d'économiser en fait du carburant et donc de réduire la pollution. Tout dans les embouteillages, c'est super utile et super efficace. Donc ce système, il détecte si la voiture est arrêtée. Donc si le conducteur est arrêté par exemple à un feu rouge et qu'il a mis le levier de vitesse au point mort, et dans ce cas-là, ce système va s'enclencher et va arrêter le moteur. D'accord? Dès que l'embrayage est actionné, vous allez réutiliser l'embrayage, le moteur va se réallumer automatiquement. Pour les boîtes automatiques, c'est un petit peu différent.
D'accord? C'est en fait dès que vous allez freiner et que la voiture va être immobilisée. Dans ce cas-là, le moteur s'arrête aussi, d'accord? Mais dès que vous allez lâcher la pédale de frein, le moteur va se réenclencher de nouveau et va refonctionner de nouveau. Donc là, c'était réponse A. En activant cette commande, j'empêche l'ouverture de la portière. De l'intérieur, réponse A. De l'extérieur, réponse B. De l'intérieur et extérieur, réponse C. Alors, si je l'actionne, eh bien, je ne pourrai pas ouvrir la voiture de l'intérieur. C'est pour éviter que l'enfant ouvre une portière en roulant, par exemple, ou qu'il ouvre le portière même si vous êtes arrêté, hein, et que il ouvre la portière au moment où une voiture qui passe, qui vous dépasse. Là, il va se faire arracher la portière, puis lui, peut-être aussi, va être accidenté. Donc, ça sera vous, quand vous allez descendre de la voiture, qui allez donc ouvrir la portière de l'extérieur, avec la poignée extérieure uniquement. Ce qui veut dire que c'est pas lacet non plus. Elle est bloquée seulement de l'intérieur. Donc réponse A. Comme la voiture noire, je peux dépasser la voiture grise par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est un des cas où on a le droit de faire un dépassement par la droite. C'est quand vous êtes, vous voyez, sur une voie, il peut y avoir un marquage au sol aussi, hein, ici des pointillés. Mais là, c'est une voie qui est assez large pour pouvoir passer à deux voitures. Mais si vous avez la voiture là qui veut tourner à gauche, dans ce cas-là, vous avez le droit de passer plus vite qu'elle par la droite, parce qu'elle veut tourner à gauche. Ça, c'est un des cas. Donc là, c'était réponse A. Je peux dépasser la voiture grise par la droite. Je viens juste d'avoir mon permis. Il est crédité de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B, 9 points, réponse C, 12 points, réponse D. Donc on vient d'avoir le permis, donc on commence notre période probatoire. Qu'on soit en conduite accompagnée ou pas, on commence toujours à 6 points, ok? Pour arriver à la fin à 12 points. Donc c'est 6 points au départ. Donc c'était réponse B. Ce panneau annonce que la vitesse sera limitée à 110 km/h. Sur 1000 mètres, oui, réponse A, non, réponse B. À 1000 mètres, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, le panneau nous annonce ici que nous aurons, vous voyez bien, 2 voies de circulation pour nous, parce qu'il y en aura 4 au total. Mais j'ai 2 voies de réservées pour moi. Donc je sais que j'ai 2 voies pour moi dans mon sens de circulation, qui sera soit séparée par une ligne continue, soit par un terre-plein central. Si je suis séparée par un terre-plein central, ma limitation de vitesse sera à 110 km/h. Si ce n'est pas un terre-plein central, mais uniquement une ligne continue, ma vitesse sera alors de 90 km/h, ma limitation de vitesse. Donc ça, je ne sais pas. Donc ce panneau annonce que je serai limité à 110 km/h. Bien, non. Sur 1000 mètres ou à 1000 mètres, non, parce que je ne sais pas si c'est une ligne continue ou un terre-plein central. Si ça n'est qu'une ligne continue, je serai limité à
90 km/h et pas 110. Donc c'est non sur les deux. Réponse B et D. Covoiturer permet d'utiliser un seul véhicule pour un trajet commun. Oui, réponse A. Non, réponse B. De partager les frais de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que le covoiturage? C'est proposer à quelqu'un de l'emmener parce qu'on va au même endroit, par exemple. Je pense à des collègues de travail. Vous pouvez très bien vous faire du covoiturage. Allez, une semaine, c'est un qui prend une voiture, une autre semaine, c'est un autre, et ainsi de suite. Ça permet d'économiser de l'argent, d'économiser du carburant et de polluer moins. D'ailleurs, maintenant, on crée même des places de parking spéciales covoiturage pour justement inciter les gens à faire de plus en plus de covoiturage. Donc, covoiturer, ça permet d'utiliser un seul véhicule pour un trajet commun. Oui, réponse A. Et ça permet aussi de partager les frais de route. Oui, réponse C. Une voiture bien entretenue consomme moins. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un mauvais entretien, ça peut provoquer une surconsommation de carburant jusqu'à 30%, entre 25 et 30%. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de vérifier l'état et la pression de vos pneumatiques, les différents niveaux aussi, et de changer les filtres à air et à carburant dès que c'est nécessaire. Donc c'était réponse A. Pour stationner sur cet emplacement, je dois payer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Apposer un disque de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, il y a plein de choses qui nous informent que nous sommes dans un stationnement géré avec une zone bleue, un stationnement à zone bleue. Alors, qu'est-ce qui nous informe de ça? Ce petit symbole ici et là, qui nous dit que nous sommes en zone bleue, et le marquage au sol qui est également bleu. Donc ça veut dire que nous sommes en zone bleue. Qu'est-ce que ça veut dire la zone bleue? Ça veut dire que c'est gratuit et que c'est limité dans le temps. Ça veut dire on peut pas stationner toute la journée ici. Ok? Comment ça fonctionne? On met notre heure d'arrivée ici et ensuite on saura combien de temps on a le droit de stationner. En règle générale, c'est 1h30. Il y a certaines villes qui mettent un petit peu différemment, mais la règle c'est 1h30. Donc je peux stationner pendant 1h30. Donc vous apposez ce petit document là, vous le mettez sur votre tableau de bord de manière à ce que ce soit visible par la police au moment de la vérification. Comme ça, eux ils vont regarder votre heure d'arrivée, ils vont regarder l'heure qu'il est actuellement au moment où ils font le contrôle, et ils vont voir si vous respectez les 1h30 de stationnement autorisé. Mais c'est gratuit. Donc pour stationner sur cet emplacement, est-ce que je dois payer? Non, réponse B. Est-ce que je dois apposer un disque de stationnement? Oui, réponse C. Donc là c'était réponse B et C. En cas de délit de fuite, je risque 3 ans de prison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, en cas de délit de fuite, je risque vraiment jusqu'à 3 ans de prison. Donc là, c'était bien réponse A. Sur une voiture à boîte automatique, la position R permet d'avancer. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, R, ça veut dire reverse. Mais ça veut, en français, vous pouvez vous dire R comme reculer. Donc, si vous êtes sur la position R, vous allez enclencher ici la marche arrière. Ça ne sert pas à avancer comme c'est demandé dans la question. Donc, c'était réponse B. Dans cette situation, j'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je fais un appel lumineux, réponse C. Je klaxonne, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que là, il y a une voiture qui nous dépasse dans un premier temps, hein, vous avez vu. Et ensuite, il y a une autre voiture qui nous dépasse ici et qui va se rabattre tout près de nous. Normalement, elle est censée se rabattre avec une distance minimum entre nous et elle qui est suffisante, une distance de sécurité suffisante. Là, elle se rabat trop tôt. Du coup, elle nous met en danger, aussi bien elle que moi. Donc, pour me remettre en sécurité, il va falloir que je ralentisse moi pour pouvoir reprendre des distances de sécurité correctes entre elle et moi. D'accord? Si je fais un appel lumineux en plein jour, bah, ça sert à rien, hein. Le véhicule devant moi ne verra pas forcément plus ce qui se passe. Si je klaxonne, bah, je risque de lui faire peur. Et là, il risque de faire un coup de volant et ça sera dangereux aussi. Donc, le mieux, c'est de ralentir. Donc là, c'était réponse B. J'ai le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, la question elle est un petit peu piège. C'est vrai que sur autoroute, il y a une réglementation qui nous dit que la voie la plus à gauche, on doit rouler au minimum à 80 km/h, par sécurité, pour éviter de trop grandes différences de vitesse en fait. Mais là, en fait, là on nous demande, j'ai le droit de rester. Et là, il faut bien insister sur rester. Est-ce que je peux rester sur la voie de gauche? Non, on ne reste jamais sur une voie de gauche. On ne l'utilise uniquement que pour dépasser. D'accord? Donc, qu'on soit 80 km/h ou 130 km/h, ça change rien. Ça sera non aux deux. Réponse B et D. Je prends le volant. En cas de forte chaleur, pour refroidir l'habitacle de mon véhicule, je ferme les vitres et j'allume la climatisation. Réponse A. J'ouvre les vitres et je circule avec les vitres ouvertes pendant quelques minutes. Réponse B. Dans une voiture, quand il fait, vous voyez, à peu près 30 degrés à l'extérieur, dans une voiture, on peut très vite atteindre les 40 à 50 degrés à l'intérieur de votre voiture. Ce qui fait que si vous laissez les vitres fermées et que vous allumez la climatisation, elle aura un énorme travail à fournir pour refroidir votre voiture. Et en plus de ça, vous allez consommer plus et polluer plus. Donc l'idéal, c'est d'abord d'essayer de retourner à une température ambiante, une température de l'extérieur, donc d'ouvrir les vitres et de circuler un petit instant comme ça pour rafraîchir rapidement votre habitacle, et ensuite vous remontez vos vitres et vous mettez la climatisation. Donc là, c'était réponse B. En appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée. Sur le pare-brise avant, oui, réponse A, non, réponse B. Sur la lunette arrière, oui, réponse C. Non, réponse D.
Ce symbole-là correspond bien à la lunette arrière, donc c'est bien pour dégivrer la lunette arrière. À ne pas confondre avec celui-ci, qui est là pour le dégivrage avant, donc de ce côté-là. Alors la petite astuce pour retenir, c'est que souvent la lunette arrière est rectangulaire, c'est pour ça qu'ils ont fait ça de forme rectangulaire. Le pare-brise avant, lui, est plus évasé, plus en forme de V, donc c'est bien ces formes-là de symboles qu'il faut retenir. Rectangulaire pour l'arrière, évasé pour l'avant. Donc là, en appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur le pare-brise avant. Non, ces symboles-là, donc c'est uniquement à l'arrière. Donc B pour le pare-brise avant, et pour le pare-brise et la lunette arrière, C. Donc réponse B et C. Ces commandes servent à régler la hauteur des feux, réponse A, la direction des feux, réponse B, le rétroviseur intérieur, réponse C, les rétroviseurs extérieurs, réponse D. Ici, vous avez quand même tout qui est rassemblé au même endroit. Ça, c'est rare sur les voitures, mais là, tout est rassemblé au même endroit. Alors, on va commencer par celui-ci. Ça, c'est pour pouvoir mettre, vous voyez, les feux de position ou les feux de croisement. Les feux de route, la commande est souvent au niveau du volant quand même. Ensuite, ici, c'est pour régler, vous voyez le petit symbole des feux avec une hauteur. Et ben, c'est ici. C'est pour régler la hauteur des feux, d'accord, en fonction de votre chargement. Plus vous êtes chargé, plus il faudra aller sur 1, 2, 3. Et si vous n'êtes pas chargé du tout, il faut rester sur le 0. Donc ça, c'est bien, hauteur des feux. Ensuite, là, bah c'est sympa, c'est pour arroser votre phare avant, avec un petit essuie-glace, vous voyez, un petit jet d'eau, puis un petit essuie-glace. Donc ça permet de nettoyer vos phares à l'avant s'ils sont sales. On en trouve très peu sur les voitures, mais ça existe. Ensuite ici, bah, vous voyez, ça ce sont les rétroviseurs extérieurs. Donc si j'appuie sur ce bouton-là, c'est pour régler le rétroviseur extérieur gauche. Si j'appuie sur ce bouton-là, c'est pour régler le rétro extérieur droite. Ensuite, bah, je choisis si je remonte, si je redescends, si je le mets plus à droite ou plus à gauche. D'accord ? Ces commandes servent à régler la hauteur des feux, réponse A, et les rétroviseurs extérieurs, réponse D. Chaque année, les accidents mortels dus à des conducteurs en état d'ébriété font environ 500 victimes, réponse A, 1000 victimes, réponse B, 1500 victimes, réponse C, 2000 victimes, réponse D. Alors ça, c'est à apprendre par cœur, hein. Il faut savoir que l'alcool, c'est à peu près, tous les ans, hein, c'est à peu près 30% des accidents. Ça, je vous conseille de le noter, hein, si vous le savez pas trop. 30% des accidents. Et donc, ça fait à peu près tous les ans 1000 victimes. 1000 décès. Donc là, bah, c'était réponse B. Mes balais d'essuie-glace sont usés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, alors là, l'essuie-glace est en fonctionnement et on voit bien que ça laisse des traces. Donc, on voit bien que là, les caoutchoucs sont usés. Donc, il va falloir les changer. Donc là, c'était la réponse A. La principale cause d'usure de ce pneu est un défaut de parallélisme, réponse A, le surgonflage, réponse B, le sous-gonflage, réponse C. Alors, quand vous avez une usure que d'un côté,
uniquement d'un côté, ça sera un défaut de parallélisme. Ça veut dire que le pneu ne pose pas bien à plat sur la route. Donc le parallélisme est mal réglé. Quand vous avez une usure au centre, ça veut dire que là le pneu il est trop gonflé, donc il fait un peu trop comme un ballon, il n'est pas à plat. Et quand vous avez une usure comme ça des deux côtés, hein, là, c'est le sous-gonflage. Donc votre pneu, il a un peu cette forme-là. Hop. Je vous dessine pas une dent, hein, je vous dessine le pneu qui est sous-gonflé. Voilà. Et donc du coup, le centre, lui, il n'est pas usé, vous voyez, il est nickel. Hein, et c'est les côtés là qui sont usés, et même un peu les flancs. Et attention, alors là c'est un risque énorme d'éclatement à terme. Le surgonflage aussi, mais alors le sous-gonflage c'est encore plus important. Et en plus de ça, vous avez une tenue de route qui est vraiment mauvaise. D'accord? Donc la principale cause d'usure de ce pneu là, eh bien c'est le sous-gonflage. Réponse C. Je suis autorisé à conduire si mes lunettes me permettent d'atteindre 5 dixièmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'acuité visuelle minimale pour l'obtention du permis B est de 5 dixièmes. Pour l'ensemble des deux yeux, c'est-à-dire avec les deux yeux ouverts. Pour rappel, si un œil a une acuité inférieure à 1 dixième, l'autre doit avoir au minimum 5 dixièmes. Donc là, c'était réponse A. Je dépasse le bus par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous, on peut voir que ici, il y a une voie réservée, qui n'est pas large, donc ça doit être une voie réservée pour les cyclistes. Ensuite, il y a une voie de circulation, normale, et ici, on a de nouveau des pointillés resserrés. En plus, vous avez de la chance, c'est écrit bus, mais ça veut dire que c'est une voie réservée. Les pointillés sont resserrés, et puis larges, c'est pas des pointillés normaux. Donc c'est une voie réservée, donc lui doit rester dans cette voie-là. Si le bus veut quitter cette voie réservée, dans ce cas-là, il faudra qu'il mette un clignotant, et il devra nous laisser passer. Il ne sera pas prioritaire parce qu'il quitte sa voie réservée. Sauf si nous, on avait eu un panneau céder le passage ou quelque chose comme ça, mais là, il n'y a aucune signalisation particulière. Donc il n'est pas prioritaire. Donc ce qui fait qu'il doit rester sur cette voie-là. Et là, c'est un des rares cas où on a le droit de dépasser par la droite. Donc là, c'était réponse A. La situation qui représente le plus de risques est la situation numéro 1, réponse A. La situation numéro 2, réponse B. Ici, on est sur un axe rapide. Et sur la droite, vous avez une bande d'arrêt d'urgence. La distance de sécurité est au minimum de 2 bandes d'arrêt d'urgence à 130 km/h. Donc là, on nous demande la situation qui présente le plus de risques. Et bien, ça va être forcément là où on se trouve le plus proche de la voiture de devant. Donc ici, on a un intervalle qui est assez important. On voit bien 2 bandes. Et là, on a une bande et pas tout à fait le début d'une deuxième. Donc, on est beaucoup plus proche que sur la situation numéro 1. Donc, la situation qui présente le plus de risques, eh bien, c'est la situation numéro 2. Donc, réponse B.